Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 166e site-rep sur la Syrie et sur la Palestine, en compagnie d'Aïssar Milani. Aïssar, bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour chers internautes bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ou ceux qui ne nous suivent pas. Je vous conseille de nous suivre parce qu'on vous dit des informations que vous ne trouverez pas nécessairement dans les médias mainstream. Et puis, je vous conseille aussi, et je vous en remercie, de vous abonner parce que c'est très difficile maintenant de plus en plus de distribuer en fait le site rep. Alors, si vous voulez ne pas perdre d'informations, abonnez-vous à notre chaîne. Mhm. Voilà. Alors, sans transition, on va commencer à parler de l'actualité parce que malheureusement elle est très très chargée. Il y Mm, a eu beaucoup de faits à commenter, des faits notables, des tensions internationales, notamment au Proche-Orient. C'est la mm, région qui nous concerne, qui mm, nous préoccupe le plus, puisque voilà, quand on mm. parle de la Syrie et de la Palestine, c'est évidemment toute la sous-région qui est concernée, d'autant plus en ce moment avec le jeu des alliances et le jeu des tensions et de la guerre et malheureusement le drame palestinien qui est ravivé par la guerre à Gaza. Dont on est entré dans le 109e jour de l'offensive israélienne sur Gaza. Mhm. Et évidemment, c'est la population palestinienne qui est la première victime de ce conflit, de cette guerre Voilà. atroce. Alors, euh, est-ce que tu peux nous dresser déjà un premier panorama, puisque Ouais. l'actualité est tellement chargée? Alors, absolument. Alors, 109e jour, le génocide et les frappes israéliennes continuent sur la population civile de Gaza. Complètement démunis, mais en même temps sous embargo terrible, sous blocus, hein, parce que même les aides humanitaires ne parviennent qu'au compte-que-gouttes, selon le bon vouloir des Israéliens et des Égyptiens. Le massacre continue parce que les bombardements israéliens continuent sur la population civile et sur leurs maisons, la destruction des maisons, les appels à l'exil. On les a, comment dire, poussés à partir du nord vers le sud et vers le centre, alors que maintenant tout le monde se fait bombarder partout, les maisons qui ont été dynamitées, les immeubles entiers. Donc, le bilan est catastrophique. On a passé les 30 000 morts au 185, oui, 109e jour d'agression. On a passé aussi un nombre important de blessés. Je crois que c'est dans les 60 000, 61 000 blessés, dont les 2 tiers sont des femmes et des enfants, aussi bien parmi les morts que les blessés. Il y a une situation catastrophique de famine, de soif, et puis les gens ne savent plus où se retourner pour trouver à manger, à tel point que même les produits pour l'alimentation des animaux sont actuellement broyés par la population pour essayer de manger quelque chose et se nourrir. Ça, Mais, c'est un et premier. Le paysage, quand tu dis problème de soif, ça veut dire aussi problème de maladie, parce que ça veut dire problème d'accès à l'eau potable, et tout donc à des fois fait, que, quand on a soif, tout on à se fait, contente d'eau insalubre, tout à en fait. espérant Et ne pas tomber puis, malade. Et puis, après avoir bombardé les hôpitaux, effectivement, la population se trouve complètement démunie par rapport aux soins. Et les hôpitaux, même ceux qui tiennent encore en partie, ils sont dans une pénurie totale pas seulement de soins, mais aussi d'appareils qui fonctionnent parce que, rappelez-vous, pas d'électricité, pas de gaz, pas de fioul.
Et vraiment, le corps médical a été visé particulièrement. Il y a plus de 276 cadres médicaux qui ont été tués par les Israéliens. Les journalistes aussi, ça a dépassé les 110, 115 journalistes. En fait, ils continuent à viser les journalistes de toute manière, les Israéliens, pour qu'ils puissent tuer en silence et sans regard à l'extérieur et sans que les informations ne filtrent à l'extérieur. Et Bon, alors, ça c'est pour excuse-moi, tu parlais en préparant cet entretien, je crois, du chiffre de 9000 morts palestiniens dus aux conditions sanitaires et manque d'accès à la nourriture tout et à à l'eau, fait. donc Oui, pour raisons humanitaires en fait. ce qui fait que l'OMS a fini par réagir, en fait, justement. Donc là, c'est un point, je dirais, important. L'OMS a fini par dire son mot et dire qu'elle est inquiète de l'agression contre les hôpitaux. Je voudrais dire aussi que dans ce cadre, hein, justement, de la situation à Gaza, la situation internationale, en fait, Gaza a été propulsée, enfin Gaza comme la Cisjordanie, parce qu'en fait, les agressions contre la Cisjordanie continuent aussi. C'est pareil, les attaques contre les maisons, le dynamitage des maisons, les arrestations, je peux dire qu'il y a plus de 9000 personnes qui ont été arrêté de manière complètement arbitraire depuis le 7 octobre 2023. Les... Et c'est pour ça que ce que tu allais dire, c'est que la question palestinienne est devenue centrale à la fois dans les chancelleries occidentales, mais du monde entier, et bien sûr régionale. Euh, Tout à fait. et quand on dit question palestinienne, excuse-moi, c'est encore un abus de langage quand on parle du conflit israélo-palestinien. Il s'agit d'une colonisation et non pas d'un conflit. Et effectivement, quand on parle de la question palestinienne, en fait, c'est le drame palestinien dont il s'agit. C'est pas une question dont on ignore la réponse. La réponse, elle est évidente pour qui était pris de justice. C'était une petite Je te parenthèse. remercie, Raphaël, effectivement, de le caractériser ainsi. Effectivement, c'est tout à fait un drame et qui dure depuis 105 ans, sinon plus. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, cette question est devenue centrale. Nous rappelons quand même qu'il y a eu une plainte contre l'État fantoche d'Israël qui a été menée par l'Afrique du Sud devant le tribunal, devant la Cour internationale de justice, qui a été menée donc brillamment par les avocats de ce pays de l'Afrique du Sud, donc devant cette cour, que la cour, bon, on attend qu'elle donne ses verdicts, mais tout de suite, il y a eu quand même pas mal de pays qui ont soutenu cette démarche. Je voudrais juste souligner pendant cette petite Excusez-moi. pause technique l'attitude française quand même à la fois du gouvernement qui jusque récemment droit dans ses bottes a expliqué pourquoi elle ne soutient pas la plainte de l'Afrique du Sud au nom d'arguments alambiqués et toujours ce fameux deux poids deux mesures. Et également donc le fait qu'Israël sera pleinement présent donc au JO à la cérémonie d'ouverture aux Jeux Olympiques à Paris. Euh, donc encore deux poids deux mesures quand on songe au sort des délégations russes suite à l'extension du conflit ukrainien euh, en 2022. Oui, oui, non, mais de toute façon, on sait que même les Jeux olympiques n'échappent pas à la partialité politique, hein, entre les pays de l'OTAN et les pays qu'ils combattent, en fait, tous les pays qu'ils combattent, parce que ce sont quand même, il faut le dire, des pays impérialistes qui se tiennent. Et jusqu'à présent, ils ont toujours soutenu Israël. Je rappelle quand même que dès les premiers jours, tout le monde s'est précipité pour porter son soutien et son affection à l'État fantoche d'Israël, que des mesures à l'intérieur de chaque pays interdisaient de lever le drapeau palestinien, de soutenir de soutenir les Palestiniens, qu'il y a des attaques contre les personnes qui soutiennent les Palestiniens comme étant des gens qui soutiennent le terrorisme.
il faut quand même le dire et dénoncer ces pratiques hein, qui sont pas seulement de poids de mesure, mais ils sont vraiment de soutien clair à l'agresseur et à l'agresseur israélien. Donc, je voudrais aussi rappeler que l'État fantoche d'Israël est une véritable création impérialiste hein, qui date du siècle dernier et que c'est une colonisation de la terre palestinienne et pas seulement une colonisation qui s'approprie les terres hein, et qui veut chasser les Palestiniens, les mettre en dehors de chez eux. Il faut dire que le narratif d'origine en fait de l'année 48, on a acheté les terres aux Palestiniens et puis après non, ils ont fui tout seuls, ils nous ont laissé leurs terres et ils sont partis et puis voilà tous ces mensonges qui ont écrit et qui ont tissé le narratif sioniste, occidental et sioniste, en fait, sur une réalité qui est la réalité de déloger et faire exiler le peuple palestinien de ses terres et pour mettre une extension de l'Occident à l'intérieur de ces terres, parce que comme ça, la région, on sait que c'est une région qui est stratégique géographiquement et on sait aussi qu'elle est stratégique politiquement et économiquement puisqu'il y a les principales ressources d'énergie, gaz et pétrole d'une part, et puis il y a aussi les passages maritimes. Alors, De, justement aussi également, je pense que souvent on prend comme prétexte que oui, Jérusalem c'est le carrefour de trois continents et que des trois religions du livre, etc. Pour dire que ce conflit-là est chargé émotionnellement plus qu'un autre et qu'on s'en préoccupe plus que d'un autre. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je pense que beaucoup plus, et là Dominique de Villepin l'a très justement souligné à la télé récemment, en analysant que finalement en Europe et notamment dans une certaine élite occidentale, la mémoire de la Shoah façonne un peu la mémoire de la manière de voir le monde et notamment explique en partie pourquoi il y a un soutien aussi indéfectible d'une partie de la population, en tout cas vis-à-vis d'Israël, comme s'il y avait une culpabilité permanente. Et il oppose à cette mémoire de la Shoah une autre mémoire qu'aurait le reste du monde notamment, c'est pas rien, celle de la colonisation, et que cette mémoire est encore, la colonisation, elle est encore brûlante parce que elle n'est pas finie. La décolonisation n'est pas tout à fait finie puisque la Palestine n'a toujours pas droit à son État. Et, et ça explique aussi pourquoi en fait, eh bien aujourd'hui, la question palestinienne, pardon, l'injustice palestinienne fait le centre de toutes les attentions. C'est qu'aujourd'hui, en 2024, il y a beaucoup de gens qui disent trop c'est trop, maintenant ça suffit. Excuse-moi quand même, la mémoire de la Shoah, c'est pas les Palestiniens qui l'ont faite, hein, ce Tout, sont les Allemands et les nazis. tout à Et fait. on voit aujourd'hui les mêmes, les Français, les Allemands, les Britanniques et les Américains faire pacte avec les nazis en Ukraine et faire pacte avec les nazis en Israël. Et donc, ils continuent aussi à continuer leur Shoah à travers le monde entier contre les Palestiniens après avoir utilisé des minorités dans leur pays en fait pour ça. C'est en Alors fait même tout s'il n'exprime pas tout un ce que tu viens, montage. même Mm. s'il n'exprime pas tout ce que tu viens de dire, mais il rejoint dans bien des points. Le Hamas, quand il vient de donner sa version des faits concernant le 7 octobre, est revenu sur un certain nombre de faits historiques, plus ou moins Absolument. récents, et rejoint Mm. en grande partie de ton analyse. Est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que c'est l'occasion. Absolument, puisque tu évoques la question maintenant, on va en parler, effectivement, parce que les responsables de Hamas ont fait connaître aujourd'hui, ont publié en fait un document qui s'appelle Voilà notre narration de ce qui s'est passé, pas seulement le 7 octobre, de notre action. Et là, il dit clairement que de toute façon, nous, on est en guerre d'indépendance, où on est dans l'agression, on nous agresse depuis 105 ans, en fait. Hein, et 105 ans, il dit 30 années de règne britannique, en fait, de colonisation britannique de notre pays, suivi de 75 ans
de colonisation israélienne, soutenue par l'Occident. Et donc, pendant ces 75 ans, nous avons subi des crimes, des attaques, une oppression systématique. Notre guerre n'est pas contre les Juifs, mais elle est clairement pour notre indépendance nationale, pour que nous nous réapproprions nos terres et que nous vivions en paix sur nos terres sans qu'il y ait des colons qui nous esclavagisent et qui exploitent nos ressources. Donc ça, c'est très important. Et il a rappelé aussi tous les crimes israéliens, ou les massacres, hein, parce que ce sont des années, 105 ans de massacres en continu qui visent à justement faire partie vers l'exode et exiler la population. D'ailleurs, je saute maintenant sur le plan qui se discute entre soi-disant les pays, les mêmes qui ont créé l'État d'Israël et qui l'ont implanté, c'est-à-dire les Européens, les anciens coloniaux, en fait, les colonialismes du siècle dernier, les Américains, qui se donnent le droit de discuter du sort des Palestiniens sans les Palestiniens, en foulant aux pieds tous les droits du monde et tous leurs droits, en disant il faut absolument les mettre dans un autre pays. Alors on va les envoyer ailleurs, on va les envoyer et en fin de compte là on va les envoyer sur une île artificielle au sein de la Méditerranée. Mais quel incroyable! Et les gens écoutent ça comme si c'était tout à fait normal que ces pays puissent faire la pluie et le beau temps des autres peuples et disposer des peuples selon leur vouloir, selon leur bon vouloir. Ça me rappelle un peu cette proposition d'envoyer une bombe nucléaire sur Gaza. C'est tellement Ouais, surréaliste qu'on croit on n'en croit pas ses oreilles quand on entend ça. ouais, Heureusement, mais ils vont, n'empêche que c'est le sujet des heureusement, discussions heureusement qu'ils ne vont pas des pays. Ouais, heureusement qu'ils ne vont pas le faire, mais ça en dit long en tout non, cas sur leur mentalité. non, Euh, mais exactement. Ouais. et par contre, dans un autre sens, et c'est là aussi malheureusement avec ces États-là, je parle d'Israël et les États occidentaux comme la France, les États-Unis, plus que les Et paroles, l'Allemagne, plus ouais. que les paroles, il faut se fier aux actes. Parce que d'un côté, on entend cette proposition complètement folle, je ne sais pas d'où elle sort d'ailleurs, de créer une île artificielle en Méditerranée pour accueillir les Palestiniens. Et de l'autre côté, on entend aussi peut-être une offre de paix israélienne de 2 mois, un cessez-le-feu. Alors ça a été rapporté par Press TV, je crois. Non, pas Axios. Pardon. Axios à partir de Presse. Non, Presse TV à partir d'Axios. Voilà. Alors est-ce que tu peux nous Voilà. parler de cette... C'est un peu le grand écart. D'un côté, on parle Euh, d'un cessez-le-feu. oui, non, mais de toute façon, il est clair que là, il faut voir quand même les évolutions des positions. Sur le terrain. À la plainte de génocide et suite aussi au soutien mondial des peuples du monde au peuple palestinien, certains pays commencent à prendre des distances par rapport à l'État fantoche d'Israël, notamment par rapport à Netanyahou aussi, et qu'ils estiment tous que c'est lui qui bloque toute solution et c'est lui qui veut continuer la guerre. Or, en fait, l'agression contre Gaza et contre les Palestiniens, et en fait, n'oublions pas que les États-Unis sont eux qui dirigent cette guerre, que Blinken est allé pour faire partie du conseil de guerre israélien, que c'est lui qui dirige, lui et Lloyd Austin, en fait, qui est le ministre de la guerre américain, que tous ces gens, tous les dirigeants de l'Europe, en fait, ont débarqué à toute allure pour soutenir Netanyahou, et c'était les accolades sur tous les écrans. Et maintenant, ils prennent des distances, puisque
le dossier qui a été défendu par les avocats de l'Afrique du Sud dans cette Cour internationale de justice était tellement accablant, tellement bien fait le dossier et tellement plein de détails accablants qui ne sont pas seulement sortis des informations qui sont sorties de leurs informations et surtout aussi de beaucoup d'informations qui sont relayées par des ONG qui étaient sur place et qui sont toujours sur place et qui racontent ce qu'ils voient et qui vont dans le sens d'un génocide et d'un ethnocide total est tout à fait condamnable. Alors, le soutien Donc, à Netanyahou se réduit à l'international, pardon, mais il se réduit également en interne, en Israël. mm, Il fait mm, face à une crise interne, on en a déjà parlé plusieurs fois, y compris mm, vis-à-vis des otages, mais là il y a encore des nouveaux incidents qui sont produits. Est-ce que tu peux nous parler de cette fronde qui... absolument. Alors, la plupart là, d'abord, il y a une grande mésentente entre les différents responsables, entre les responsables de l'armée, les responsables des renseignements, les anciens, entre les anciens dirigeants et les actuels. Ils se renvoient la balle d'abord parce que pourquoi? D'abord parce que c'est un échec total de l'intervention israélienne ils essayent en ayant tué des centaines de milliers de personnes, tuées entre morts, blessés, des gens qui sont encore sous les décombres, qui n'ont même pas pu être enterrés, entre profanation des cimetières et les agressions aux hôpitaux, les agressions, entre les destructions totales voulues, faites à l'État, à la bande de Gaza et à tout un tas de lieux qui soutiennent en Palestine, qui sont aussi dans la Cisjordanie, comme Tolkaram, comme Jenin, etc. En dépit de tout ça, ils n'ont pas réussi à arracher la moindre victoire pour avoir une bonne figure devant le peuple israélien, je peux dire, si on peut parler de peuple. Et puis, rappelez-vous quand même qu'il y avait des grandes manifestations, 50 semaines de manifestations avant le 7 octobre au sein de cet État fantoche. Alors, là, c'est sûr que c'est maintenant pourquoi ces dissensions, tout le monde se jette la balle, se rejette la responsabilité de cet échec, un échec à la fois sécuritaire, à la fois militaire, etc., avec des déclarations qui dépassent toutes les possibilités de réalisation et un blocage total, alors que il faut savoir quand même, l'économie israélienne est bloquée, non seulement à cause des attaques de la résistance palestinienne, mais aussi parce que les Les gens qui Yéménites? sont oui, non, mais les gens qui sont dans l'armée sont aussi en temps normal dans la production. Donc, Oui. et souvent la production de haute, comment dire, des choses électroniques, etc. Haïti, ce qu'on dit. Haïti, exactement. Il y a un autre côté aussi que les tirs des Palestiniens sur les aéroports, sur les ports, etc., font que tout ça s'est bloqué. Troisième point, c'est aussi la présence du soutien à la résistance palestinienne par le peuple yéménite qui aussi a bloqué la mer Rouge, dans la mer Rouge, pas bloqué la mer Rouge, a bloqué dans la mer Rouge le passage des navires qui vont apporter des denrées et des marchandises à Israël et la navigation des navires israéliens à partir de Eilat et de tous les ports. Donc, ça a été bloqué. Ce qui fait qu'il y a un grand préjudice du côté de l'économie. Il faut Et c'est aussi vrai que faire connaître.
ce blocus partiel, parce que pour faire simple, on peut appeler ça un blocus maritime que les outils tentent de mettre en place, même s'ils n'y arrivent pas à 100%, ça gêne considérablement effectivement l'économie israélienne, puisqu'il y a pas mal d'entreprises qui se détournent de ce passage, ne serait-ce que pour les questions d'assurance et de risque. Absolument. Ils ne laissent pas passer un seul navire pour Israël. Ça, c'est clair. Dans leur déclaration du moins. Après, dans les faits, Ils disent ils sont bien mhm. renseignés et ils le font. D'accord. Maintenant, c'est pas seulement ça. Il y a aussi là, sur le front nord, en fait, de la Palestine occupée, le front avec le Liban, où il y a aussi presque un tiers de l'armée qui est mobilisée à ce point, et toutes les attaques, effectivement, de la résistance libanaise en soutien à la résistance palestinienne à Gaza, qui a fait que toutes les colonies sur toute la largeur, toute la longueur de la frontière avec le Liban et sur une largeur à 10-15 kilomètres à l'intérieur, toutes ces colonies sont vides, que les personnes qui sont exilées, elles sont sur le compte de l'État, je dirais, dans d'autres endroits, dans des centres d'hébergement, etc., et que cela coûte quelque chose quand même assez important à l'État fantoche d'Israël, et qu'ils ne peuvent pas continuer éternellement de cette manière. Maintenant, je reviens effectivement. Tout ça, donc, ça fait qu'il y a une grande difficulté à l'intérieur et les prix commencent à flamber pour deux raisons. D'abord, parce que les assurances ont augmenté leur prix pour pouvoir transférer des produits, justement, même dans la région. Et puis que deuxièmement, du fait que, en principe, c'est un blocus partiel parce que ils n'ont pas que la mer Rouge comme frontière, parce que c'est le port d'Elat, mais il y a le port de Haïfa, etc., qui malheureusement, on laisse passer les Égyptiens, laissent passer les bateaux, etc. Donc là, c'est quand même une grande difficulté. Mhm. Maintenant, les Américains et les Britanniques internationalisent la chose. J'aurais voulu aussi parler, mais j'y reviendrai. Ils ont commencé à dire ah, ça c'est la mer Rouge est bloquée, il faudra reprendre la navigation dans la mer Rouge, alors que les Yéménites assurent toujours que la navigation en mer Rouge, elle est saine et sauve pour tous les autres pays, pour tous les autres navires. Et bien sûr que cette clause n'est jamais reprise par les médias occidentaux et puis elle n'est jamais reprise par les déclarations des responsables occidentaux. Alors, Excusez-moi, effectivement, j'ai un donc on petit... parle de plus en plus de cette coalition en mer Rouge. Donc il y a eu des frappes dans les deux sens, hein, des frappes des Yéménites vers certains navires, y compris des navires de guerre. Et il y a eu des frappes américaines assez nombreuses et britanniques, je crois, en direction Cinq donc frappes. du sol Non. yéménite. Euh, Mhm. on en avait parlé déjà la toute première au précédent Mhm. Citrep, qui avait donné lieu d'ailleurs à des très grandes manifestations le vendredi. Euh, Alors, le peuple yéménite, les Yéménites sont soutenus par 99% de leur peuple, en fait. Si on ne peut pas dire 100%. Pardon. je t'en prie. Et ils sont des manifestants, des millions de manifestants. Donc, moi, je voudrais revenir justement à cette question de la mer Rouge, où effectivement, les Américains, ils disent, et à tort, que la navigation est complètement perturbée en mer Rouge et ça nuit à l'économie internationale. Ce qui est faux, parce que les Yéménites affirment que tous les autres navires passent sans aucun problème. Ils sont même protégés. Ils n'ont absolument aucune gêne à passer dans la mer Rouge. Eux, ils ne retiennent que les navires qui vont en Israël, israéliens, ou qui vont en Israël, ou qui reviennent d'Israël. Mhm. Quoi. D'accord.
Alors, Et donc, les pardon. États-Unis et l'Angleterre ont décidé Mhm. d'attaquer le Yémen après avoir échoué à créer une coalition pour la protection de la navigation en mer Rouge. Et donc, ils ont commencé, ils sont passés à l'acte, ils bombardent le Yémen et ils bombardent massivement. Aujourd'hui, c'est la 5e fois qu'ils bombardent plusieurs endroits du Yémen. Ok, on va faire une petite pause, Aïssar, et on va reprendre dans 5 minutes. Oui, donc Mm. excusez-nous pour cette mini-pause. Effectivement, avec les virus saisonniers, nous ne sommes pas épargnés. Euh, donc, Aïssar, si tu veux bien reprendre effectivement sur ces bombardements au Yémen. Oui, alors les bombardements de connivence en fait entre la Grande-Bretagne et les États-Unis ont visé plein d'endroits au Yémen. 5e bombardement déjà aujourd'hui en fait, donc c'est pratiquement tous les jours le Yémen est pilonné. Je rappelle quand même que c'est depuis 2015 aussi que le Yémen subit une guerre atroce en fait de destruction aussi pour faire plier les Yéménites et puis les mettre sous la domination saoudienne, voire américaine indirectement. Donc, Et bon, je bah, précise jusqu'à aussi, puisque présent, ils ont résisté. puisqu'il est question de blocus maritime cette fois-ci que les Yéménites essaient de mettre en place contre Israël en faveur de la cause palestinienne, hein. Leurs revendications ne sont pas extravagantes. C'est simplement le cessez-le-feu et l'accès à l'aide humanitaire pour les Palestiniens. On peut rappeler quand même que ils ont subi en plus d'une guerre un blocus illégal qui a eu pour conséquence une des pires famines du 21e siècle. Une famine qui a évidemment touché en premier lieu les femmes et les enfants en particulier. Et blocus auquel a participé la France et des navires de guerre français. Donc les Occidentaux ont malheureusement beau jeu entre guillemets de venir faire la morale sur le blocus légitime que d'un point de vue de la morale et la justice que les Yéménites essaient d'instaurer en faveur des Palestiniens. Voilà, c'est une petite parenthèse historique. Merci. Tu as raison, en fait. Et puis d'un autre côté, je vois que les Américains, en fait, veulent eux-mêmes provoquer un blocus général, hein, en fait, puisque tout le monde dit on arrêtera tout si vous arrêtez la guerre et l'agression contre Gaza. Donc la condition comment dire, de détente dans la mer Rouge, si on peut dire, elle est liée effectivement tout simplement à arrêter le feu, arrêter l'agression contre Gaza. Or, les Américains, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont généraliser la guerre, justement, en pleine mer Rouge. Et la raison, c'est vouloir bloquer le commerce international qui passe à la mer Rouge, hein, pour, d'une part, nuire à l'économie de tous ces pays. C'est essentiellement quand même les pays européens, hein, et la Chine et aussi tous les pays de la région qui ont un transit en fait des marchandises et vers l'Europe, hein. Donc c'est l'Europe qui est particulièrement visée par ça. Et en fait, l'économie européenne qui est visée par les Américains aussi en internationalisant ce blocus de la mer Rouge. Et c'est Les, et c'est- et c'est vrai que les Américains. l'argument que j'ai repris par rapport aux Yéménites qui sont victimes du blocus américain depuis de longue date, on peut le reprendre sur la plupart des pays de la région, enfin l'Iran, etc. Tous peuvent se dire mais qu'est-ce que c'est que ces occidentaux qui disent oui les Yéménites gênent le commerce international alors que Tout à eux-mêmes fait. interdisent Mm, combien de pays, une vingtaine au moins, peut-être une mm, trentaine, tout à fait. de Mm, commercer librement dans le monde. ouais, Donc tout à fait. Tout à fait. Alors ça, c'est nuire à l'économie européenne, d'une part. D'autre part, c'est aussi ne pas faire en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu. D'ailleurs, on a bien vu que les Américains étaient contraires et opposés à un cessez-le-feu à Gaza, ça c'est clair. Que en fait, c'est l'intérêt
d'internationaliser ce conflit, c'est bloquer aussi l'économie de tout un tas de pays et les lier à l'économie israélienne tant que l'économie israélienne est bloquée. Alors, Donc dans ce ça, cadre, c'est aussi... c'est dans ce cadre-là, je pense qu'il faut également analyser donc le fait que la résistance irakienne continue à tirer des missiles sur les bases américaines présentes en Irak, Absolument. et je crois même parfois en Syrie. Euh, il y a également la Syrie, Israël qui continue d'agresser la Syrie, puisqu'il y a eu une frappe qui a touché un immeuble, qui a carrément détruit intégralement un immeuble, je crois. Et ça a été notamment rapporté par l'OSDH. Et j'aimerais faire que tu nous parles un peu de cette OSDH, dont on a un peu oublié l'existence, qui est Oui. censée être une ONG, un observatoire des droits de l'homme en Syrie, quelque chose d'un peu neutre. OSDH, c'est Observatoire syrien des droits de l'homme, c'est Voilà. ça? Et qui là, bizarrement, à chaque fois qu'il y a un événement de ce type, est la première source à s'exprimer, est très bien renseigné, visiblement, parce qu'il savait qu'il y avait des agents, des formateurs iraniens, en tout cas, ou des agents du renseignement, ont-ils dit, présents. Ce qui a été confirmé là, pour le coup, officiellement par la Syrie et par l'Iran, et d'ailleurs qui ont protesté, parce que quand bien même il y aurait des conseillers iraniens, ça ne donne pas le droit à Israël de frapper ce bâtiment. Mais c'est quand même, cet OSDH est quand même très suspect. Tu ne trouves pas, Issa? L'OSDH, il n'est pas que suspect. De toute façon, on sait que c'est une création des services de renseignement et britanniques, hein, qu'il est logé à Londres et qu'il a été très actif pendant l'agression contre la Syrie, des terroristes, etc., dans l'indication aux terroristes des objectifs à viser, à casser, etc., et surtout dans la propagation de fausses rumeurs et des fausses informations et dans la déformation de l'information, tout le temps. Donc, merci de le souligner. Et puis là, effectivement, on voit clairement qu'ils font tout à fait leur boulot de service de renseignement au service des Britanniques et au service des impérialistes. Et alors cette Alors, frappe, si l'agression, tu veux faire un petit commentaire je sur cette frappe. reviens, effectivement, je reviens sur le fait. Effectivement, la résistance irakienne, à partir du moment où les États-Unis sont le principal soutien d'Israël dans cette agression contre Gaza et en général le principal soutien contre Israël, toutes les bases américaines dans la région ont été visées et bombardées, donc visées par des salves de missiles, visées par des bombardements. Donc aussi bien les bases américaines en Syrie que les bases américaines en Irak, que les bases américaines, donc en Irak aussi bien la base Ain al-Assad, mais aussi la base Al-Harir qui est dans le nord de l'Irak, le nord-ouest de l'Irak, donc qui est aux côtés de la Syrie, mais aussi la base Conoco, qui est sur les puits du pétrole syrien sur lesquels les Américains ont posé leur base. Mais aussi, il faut voir que la résistance irakienne a aussi visé des bases à Haïfa, en fait, des bases américaines ou des bases israéliennes à Haïfa, dans le port de Haïfa en Palestine occupée. Alors là-dessus, je voudrais aussi dire, à partir du moment où les Yéménites aussi affirment que par cette action, les Américains élargissent le champ des bateaux visés, aussi des navires visés par l'embargo. Ça sera aussi les bases américaines, les exploitations américaines aussi dans la région, autour de la mer Rouge, et ce sera aussi les bases américaines et les bateaux américains et anglais, britanniques, donc dans la mer Rouge. Alors, à mon tour, je voudrais revenir C'est un sur. point Oui, important. tout à Je fait. reviens aussi Je voudrais revenir, effectivement si tu me permets, sur les frappes israéliennes qui ont sur eu lieu cette agression israélienne à En Syrie. Damas. Ça a eu lieu donc le samedi 20 janvier, donc c'est tout récent. Ça a donné lieu à des rassemblements à Damas, si je ne me trompe pas, de protestation, hein, parce que trop c'est trop. Absolument. Et Mhm. peut-être qu'on est dans une Et nouvelle pas phase où. seulement une réaction effectivement de l'État syrien parce que c'est une atteinte à la souveraineté, c'est une agression criminelle. Tout un immeuble s'est effondré en fait pour tuer en plus
personnalités iraniennes qui sont sur nos terres, hein. Et donc, c'est aussi une invasion, pratiquement, en fait, hein, au même titre que les agressions et américaines et israéliennes, quoi. C'est ça. Donc, voilà, effectivement. Et donc, suite à cela, tout le monde dit, et tout l'axe de la résistance affirme que ce crime ne restera pas impuni, la riposte viendra très vite, que donc ça a été, la riposte va venir à la fois de la part des Yéménites qui ont affirmé que de toute façon ça va être très vite puni, que de la part aussi des Irakiens qui ont trouvé que c'était qui affirment que de toute façon cette agression va avoir une riposte, et de la part aussi des Iraniens qui disent que de toute façon la riposte à cette agression va être cinglante suite à cela aussi le Ayatollah Khamenei il appelle tous les peuples musulmans et arabes et les peuples de la région à soutenir massivement quand même le peuple palestinien aussi et à faire en sorte que cette agression à Gaza s'arrête, hein, et toutes les agressions américaines contre les peuples de la région s'arrêtent et que les Américains doivent quitter la région. Et Mhm. ils doivent quitter. Donc leurs bases vont être visées systématiquement et que tant qu'il y a des bases américaines et qu'il y a des soldats américains sur cette terre du Moyen-Orient. Alors, Donc, je pense qu'il faut analyser un peu comme tu viens de le faire, et je vais essayer d'aller un peu plus loin pour voir ce que tu en penses. Euh, cette réaction finalement syrienne, mais pas uniquement, on va dire cette réaction de l'axe de la résistance mm, à cette frappe mm, israélienne en Syrie, elle est mm, relativement nouvelle parce que c'est par contre Israël, ça fait malheureusement 10 ans qu'il frappe, quasiment 10, ouais, 10 ans qu'il frappe le sol syrien mm, et finalement que ce soit au niveau depuis le début international de la ou guerre. même au niveau syrien, Mm, finalement au niveau officiel, il n'y a pas tant de protestations. Ah, il y a eu quelques protestations à l'ONU, je dis pas que la Syrie n'a jamais protesté, mais elle n'a pas riposté. Et là, on sent bien que on entre dans une phase où ça va plus être le cas, qu'il va y avoir des ripostes. Je voudrais mettre ça en regard d'une autre information, celle de cette séquence où en fait l'Iran a frappé d'un missile des cibles sur le sol pakistanais. Dans la même séquence, après le Pakistan a frappé des cibles sur le sol iranien. Donc on a cru à une brouille entre les deux pays. Il semble que non, puisque tu as des informations assez récentes à ce sujet. Il y avait mm. des canaux de discussion déjà entre les deux pays, mais Non, apparemment, mais donc il y a le ministre des Affaires iranien, ce que tu me disais en préparant cette interview, qui est convient au Pakistan. ouais. Alors en fait, euh, c'est aussi bien en fait entre l'Iran et le Pakistan d'une part qu'entre l'Iran et l'Irak d'autre part aussi, puisque les Iraniens ont aussi visé des bases américaines à l'intérieur de l'Irak, hein, et puis l'Irak a protesté. Mais les protestations sont plutôt des protestations de forme importantes pour affirmer quand même la souveraineté du pays. Mais la résistance, les Iraniens, ils donnent l'explication parce que ce sont des centres du Mossad qui sont bombardés. Le centre qui a été bombardé au Pakistan, c'est un centre du Mossad qui prépare les terroristes, donc aussi bien contre le Pakistan que contre l'Iran. Celui qui a été aussi visé en Par- Irak, dans le nord de l'Irak aussi, c'est aussi un centre du Mossad qui à Erbil en fait, hein, donc et qui aussi fomente des complots contre l'État irakien en même temps et contre la Syrie. Donc, ce sont des centres d'espionnage et de préparation des agressions du Mossad. À ce titre, hein, je pense que c'est important quand même de voir
que la destruction de tous les appareils dans la région nord de la Palestine occupée, en fait, sur la montagne la plus élevée, où il y avait un centre Hayom, un centre d'espionnage très important, en fait, de l'État d'Israël. Le fait que aussi la résistance libanaise les visait et a détruit l'essentiel de ces appareils, c'est quelque chose aussi de très important qui va dans ce sens, parce que en fait, l'idée, c'est aveugler Israël, c'est empêcher ses oreilles et ses yeux d'espionner en fait l'ensemble de la région. Mais ce Il que je faut voulais dire dans souligner tout à Issar, et j'aimerais bien justement pour clore ce site web que tu me dises vraiment ton analyse géopolitique sur ce point. Il me semble que notamment les pays, enfin les membres de la résistance, et notamment des pays comme la Syrie et l'Iran, mais aussi des membres comme le Hezbollah, le Libanais, le Hezbollah, la résistance irakienne et d'autres, les Yéménites, jusqu'à présent respectaient la souveraineté des frontières, y compris des ennemis, en tout cas officiellement, quand bien même ils étaient provoqués, quand bien même ils étaient attaqués et agressés, ils le respectaient globalement. Et que là on entre dans une phase où non, ils vont plus systématiquement le respecter et qu'ils vont aller frapper certaines cibles, certaines choses en profondeur derrière les lignes ennemies et qu'on entre dans une nouvelle phase. Il me semble que c'est un petit peu ça que signifient un peu ces événements très récents si on les analyse, si on essaie d'y voir quelque Effectivement, chose. c'est une phase qui montre que de toute façon, maintenant, il n'y a plus aucun crime qui ne sera pas répondu et puni. C'est clair. Le message est très clair, ça d'une part. Le deuxième message qui est très clair, c'est que nous avons des armes qui visent de manière très précise et qui vont aller loin et qui visent l'ennemi là où il est, en fait. Donc ça, c'est un message qui est très, très important aussi et qui va permettre d'aller encore en avant et qui va permettre une aide substantielle aussi au peuple palestinien pour aller vers une solution, pour une solution qui satisfasse au peuple palestinien et qui ne soit pas taillée à la mesure de comment dire, qui va à la rescousse du gouvernement israélien et à la rescousse de l'occupation. Parce que actuellement, effectivement, la solution, c'est la libération de la Palestine. C'est en fait que mettre fin à l'occupation et mettre fin aussi à toutes les hostilités en même temps que l'État israélien emploie et utilise contre le peuple palestinien. Très bien. Donc, et puis aujourd'hui, pour ça, il faut qu'aujourd'hui, on appelle plus que jamais et toujours au boycott de cet État d'Israël et désinvestir, boycotter Israël, boycotter les compagnies qui traitent avec Israël, qui investissent en Israël, etc. C'est ça qui va obliger Israël, comme ça a été par le passé l'Afrique du Sud, à accepter et qui va l'obliger à accepter l'indépendance des Palestiniens, du peuple palestinien en entier. À cesser sa politique de colonisation et d'apartheid également. Euh, Absolument. Par la même occasion. Eh bien, Esser Milani, merci beaucoup. Les chers internautes, merci beaucoup d'être restés avec nous jusqu'à la fin de ce site rep. Malgré les virus hivernaux qui ne nous ont pas fait de cadeaux. Donc, Je Esser suis Milani, désolé. je te souhaite beaucoup de santé pour les jours et les semaines qui viennent, même pour toute l'année 2024 et pour Merci. toute la vie, bien sûr. La santé, c'est Merci. le bien qu'on a le plus précieux, je crois. Donc, à tous les internautes Merci. également, le meilleur santé pour vous et vos proches. Et je vous salue à tous et excusez-moi de ces quintes de tout qui ne m'ont pas ménagé pendant le site rep. Je vous salue très fort Tu, et tu, bonne année aussi. tu es excusé d'office, Aïssa. Bis, à bientôt. Bientôt.